C'est un mardi soir, 19h30. Je viens de terminer une session de travail, des scripts à finir, une formation à structurer et des emails qui sont en attente. Mon cerveau tourne encore à plein régime. Et là, mon téléphone vibre. Vv. C'est ma mère. Elle doit renouveler un document administratif en ligne. Et il y a un code d'authentification qu'elle n'arrive pas à avoir. Une pièce jointe à uploader dans un format qu'elle ne connaît pas. Et par-dessus le marché, l'interface de la plateforme a changé depuis la dernière fois. Donc je pose ce que je fais, je l'aide, 40 minutes plus tard, c'est réglé. Et je me retrouve là, devant mon écran, à essayer de retrouver le fil de ce que j'étais en train de construire. Ce moment, je ne le vis pas seul. Des millions de personnes le vivent chaque semaine, en silence, sans que personne ne le nomme vraiment. Aujourd'hui, je veux nommer ce moment et comprendre ce qu'il dit de nous, de notre société, de notre rapport au temps et de ce qu'on a silencieusement demandé aux familles d'absorber. En 2010, le sociologue Armut Rosa publie Accélération, une critique sociale du temps. Sa thèse est radicale, et il explique tout ce qu'on vit sans pouvoir le formuler. Rosa montre que la modernité n'a pas seulement changé nos outils, elle a changé notre régime temporel. Le temps lui-même s'est accéléré, les innovations se succèdent plus vite, les rythmes s'intensifient, et les délais se compriment. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant, cette accélération n'est pas uniforme. Elle ne touche pas tout le monde au même rythme, elle crée ce que Rosa appelle des désynchronisations, des fractures entre des individus qui vivent dans des régimes temporels différents sans pouvoir vraiment se rejoindre. On a par exemple le senior qui prend le temps de lire chaque ligne d'un formulaire en ligne quand l'aidant attend que la page se charge en regardant l'heure. Deux personnes dans la même pièce, mais dans deux temps complètement différents. Et ce n'est pas un problème de génération, c'est une fracture temporelle. Et Rosa l'avait théorisé bien avant que les plateformes administratives ne deviennent le terrain de bataille du quotidien. On entend souvent deux discours sur les seniors et le numérique. Le premier, c'est qu'ils ne veulent pas apprendre, car ils sont réfractaires, fermés, attachés à leur habitude. Ce serait une question de caractère. Et le second, c'est qu'ils ne peuvent pas apprendre. Ils sont trop vieux, trop dépassés, trop loin de la culture numérique. Et ce serait une question de capacité. Mais ces deux acceptions, elles ratent quelque chose d'essentiel. Ce que la sociologie nous montre, et ce que le sociologue britannique Anthony Giddens avait déjà pointé dans ses travaux sur la modernité, c'est que notre rapport aux outils n'est jamais neutre. Il est toujours lié à notre identité, à notre sentiment de sécurité, à ce qu'on appelle la sécurité ontologique. Ce sentiment stable de savoir qui on est et comment le monde fonctionne. Quand une plateforme change d'interface du jour au lendemain, quand un code d'authentification arrive sur un téléphone qu'on maîtrise à peine, ou encore quand un document qu'on remplissait à la main depuis 30 ans doit maintenant être uploadé en PDF. Ce n'est pas une résistance à la technologie, c'est une résistance à la perte de repères, à la déstabilisation d'un monde qu'on connaissait et dans lequel on savait naviguer. Et cette résistance, elle est profondément humaine, profondément rationnelle, même si elle est invisibilisée par une société qui n'a pas le temps de l'entendre. Personnellement, je suis un aidant depuis des années. Pas un aidant professionnel, un aidant familial. Ce rôle qu'on n'a pas choisi un matin en signant un contrat, mais dans lequel on a glissé progressivement, naturellement, parce que c'est comme ça que ça se passe dans les familles. Ma mère est présente, vivante, solide sur beaucoup de choses, mais le numérique administratif, c'est mon terrain, pas le sien. Et je dis pas ça pour me plaindre, je le dis pour nommer quelque chose de précis. Quand j'aide ma mère un mardi soir à 19h30, je suis content de le faire. Elle a toujours été là pour moi. Je ne veux pas regretter un jour de ne pas avoir été là pour elle. Mais je vais pas non plus prétendre que ça ne coûte rien. Ce que ça coûte, ce n'est pas du temps au sens brut, c'est du temps de cerveau disponible, de l'énergie cognitive, ce moment où tu essaies de retrouver le fil d'une pensée après avoir changé de registre mental pendant 40 minutes. Rosa appelait ça le coup de la désynchronisation. Moi, je l'appelle juste mardi soir. Voilà la question que personne ne pose vraiment. Qui a décidé que la transition numérique des seniors sera absorbée par les familles? Parce que c'est ce qui s'est passé. Sans débat public, sans reconnaissance sociale, sans compensation d'aucune sorte. Les plateformes administratives se sont numérisées pour des raisons légitimes d'efficacité, d'économie. Les interfaces ont changé, les délais se sont comprimés, les codes se sont multipliés. Et quelque part dans cette équation, la question de ceux qui ne suivent pas le rythme a été silencieusement déléguée aux proches. À ce sujet, le sociologue Robert Castel parlait de désaffiliation. C'est ce processus par lequel les individus se retrouvent progressivement exclus des liens sociaux et des ressources collectives, sans bruit, sans rupture brutale, par glissement. Or, les seniors qui n'arrivent plus à renouveler ses droits en ligne, parce que la plateforme a changé d'interface, ne fait pas une chute spectaculaire, il glisse, doucement. Et sans l'aidant familial qui fait le pont, le glissement peut devenir une exclusion réelle. Et l'aidant, lui, absorbe ce glissement dans ses propres marges, sur son propre temps, sans filet. Je ne dis pas que le numérique est une erreur. Et je ne dis pas non plus que les seniors devraient rester déconnectés.
et encore moins que les aidants sont des victimes. Ce serait trop simple et inexact. Ce que je dis, c'est que nommer ce qui se passe est déjà un acte puissant. Nommer la fracture temporelle, ce n'est pas la résoudre, mais c'est refuser de la rendre invisible. C'est dire à l'aidant qui passe ses mardis soirs sur des plateformes administratives ce que tu fais a un nom, une valeur, un coût réel que la société ne comptabilise pas encore. Et c'est dire au Seigneur qui résiste, ta résistance n'est pas un retard. C'est une forme de cohérence avec un régime temporel qui était le tien et que personne n'a vraiment pris le temps de respecter. Rosa parlait d'aliénation temporelle, ce sentiment de ne plus être en phase avec son propre temps, de subir un rythme qui n'est pas le sien. Autrement dit, le Seigneur le vit face à l'écran. L'aidant le vit entre deux obligations, et les deux sont désynchronisés, juste dans des directions opposées. Donc la prochaine fois que tu aideras quelqu'un de ta famille avec une démarche administrative en ligne, prends 2 secondes avant de commencer, et pour observer 2 régimes temporels qui essaient de se rejoindre dans la même pièce. 2 façons d'habiter le monde qui coexistent, maladroitement, tendrement, avec tout ce que ça coûte et tout ce que ça vaut. Ce pont que tu fais, personne ne te l'a demandé officiellement. Personne ne te le paie, personne ne le mesure. Mais il est réel et il compte. Rosa avait raison. L'accélération crée des fractures. Et les fractures, elles, révèlent aussi où sont les liens qui tiennent encore. On arrive au terme de cette 22e capsule. J'espère qu'elle a pu t'intéresser et que tu peux y voir plus clair sur ce processus. Jeudi prochain, nous verrons en quoi le smartphone peut être un outil de pouvoir. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Et si tu es un aidant, on est ensemble comme jamais. Et n'oublie pas, le temps ne se gère pas, il se structure. C'était Mourad. Peace.